Bonjour à tous, bienvenue dans Mark & Strat. Chaque semaine, je reçois des experts du secteur de la communication, de la publicité, des annonceurs. On parle ensemble de tous les enjeux qui les concernent, leurs défis du moment, leurs perspectives stratégiques, les changements qu'ils envisagent dans les prochains mois, les prochaines semaines. Bref, c'est Mark & Strat et c'est l'épisode 18. Alors que nous réserve cet épisode ? L'IA et l'imagination sont-elles amies, sont-elles ennemies ? Quelle que soit la réponse, Fred et Farid a décidé de mêler les deux en créant iMagination. C'est un nouveau studio de production centré sur l'intelligence artificielle à destination des marques, des agences de marketing. C'est un choix audacieux, mais qui en dit long sur les bouleversements que la technologie va générer dans les métiers de la production et de la création. On en parlera longuement avec Olivier Lefebvre, le président et directeur de la création de Fred et Farid Paris. On s'intéressera au fabuleux pouvoir du langage. Pour qui sait le maîtriser, le pouvoir des mots peut décupler les forces des marques. Les spécialistes du branding en font leur quotidien. Et Mark & Strat reçoit cette semaine l'un des spécialistes, l'agence Namibie. Et puis nouveau logo pour une nouvelle vie. Deezer a changé d'identité de marque. Il y a quelques semaines, son nouveau logo, c'est un cœur ondulé, violet, qui vise à porter la nouvelle stratégie de la marque, devenir une plateforme d'expérience. C'est aussi une façon de nous reconnecter à nos émotions. C'est Mark & Strat, c'est parti. Et dans À la Une, aujourd'hui, Olivier Lefebvre, président et directeur de la création de Fred et Farid Paris. Bonjour Olivier. Alors vous avez annoncé le lancement d'iMagination. C'est le premier studio global de production via l'intelligence artificielle, imaginé par Fred et Farid pour les marques, les directions marketing, les agences. Olivier, pourquoi cette création d'un studio basé sur l'AI, elle était nécessaire aujourd'hui selon vous ? Elle est nécessaire parce que c'est un outil, un nouvel outil qui s'offre à nous et qu'aujourd'hui, il me semble que personne dans le monde de la communication n'a vraiment pris la mesure de la révolution qui était en train de s'opérer dans notre industrie. Sur la création, je parle bien de la création de contenu publicitaire, la production de contenu publicitaire aussi. Et donc, on pense que les créatifs de publicité et finalement, les créateurs de contenu doivent finalement travailler ensemble pour développer en fait du contenu en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, il n'y a aucune boîte de production qui nous permette de le faire. Olivier, j'ai quand même le sentiment que l'ensemble du secteur est engagé dans une espèce de course à l'échalote. C'est un peu à celui qui sortira le premier ces nouveaux outils sur l'IA. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Est-ce que c'est entre guillemets juste du marketing ou c'est bien plus profond que ça ? Non, c'est bien plus profond que ça. Je pense que, pour moi, on pense vraiment que c'est une vraie révolution. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles comme DALL-E, comme Bard, comme Midjourney, qui nous permettent de développer du contenu statique et vidéo. Ça arrive de plus en plus révolutionnaires, qui nous permettent en fait d'imaginer des choses qu'on n'était pas capable de faire avant en termes de production. Et donc, en fait, tout simplement, il faut se lancer là-dedans. J'entends effectivement beaucoup d'agences de communication qui nous disent qu'elles développent leur propre intelligence artificielle. Nous, on pense qu'en termes de production, il y a déjà des super intelligences artificielles qui existent et qui peuvent nous permettre en fait de développer des super contenus. Le vrai sujet pour moi, il n'est pas tant dans l'intelligence artificielle que plutôt dans l'humain qui va finalement faire la curation et va diriger cette intelligence artificielle. Alors c'est intéressant ce que vous me dites. Vous me dites que c'est l'humain qui va diriger l'intelligence artificielle. Et je discutais l'autre jour avec un directeur de création qui me disait en fait parfois c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le créatif oublie sa propre idée pour se calquer sur les résultats que l'IA lui a fournis. Et finalement c'est un peu l'inverse qui s'opère. Vous êtes sûr que non, ça reste dans le sens premier, c'est toujours l'humain qui influence l'IA et pas l'inverse ? En fait, je pense que pour comprendre ce débat, il faut que les gens commencent à utiliser pour de vrai l'intelligence artificielle et se mettre dedans. En fait, quand on utilise l'intelligence artificielle, on se rend vite compte
que oui, on a besoin de l'intelligence artificielle pour générer des images, mais que l'intelligence artificielle a besoin de l'humain pour être dirigée, pour finalement qu'on peaufine notre recherche et que l'intelligence artificielle nous donne ce qu'on veut. Et donc oui, clairement, en fait, nous, on pense que ça ouvre des perspectives, ça nous permet d'imaginer l'impossible en termes de création. Et ensuite, en termes de production, il faut de très bons artistes IA pour produire en fait ce que nous, on a en tête en termes visuels et en termes vidéo. Donc, pour moi, en fait, le débat, il n'est pas de finalement, je me fais diriger par l'intelligence artificielle. Si on a de très bons artistes IA pour produire les images, ce n'est pas le cas. Je mesure évidemment la multiplication du champ des possibles, comme vous venez de le décrire. Évidemment, j'imagine qu'il y a un gain de temps, mais est-ce qu'il y a d'autres apports que vous voyez aujourd'hui ? Moi, je pense qu'évidemment, il y a un gain de temps et d'argent, mais je pense que ce serait mentir aux annonceurs, aux agences de pub, aux groupes de communication qui nous contactent, de leur dire qu'il n'y a que ça et surtout qu'ils peuvent s'imaginer qu'on va gagner 10 fois plus de temps et 10 fois plus d'argent. Il va forcément avoir des coûts liés au fait qu'en fait, en termes de production, on a toujours des humains qui travaillent derrière. Et puis ça va prendre quand même un tout petit peu de temps. Oui, on va gagner du temps, c'est une évidence, mais ça va prendre du temps parce que, comme dans une production normale, il va y avoir des PPM, donc des pre-production meetings, où on va se mettre d'accord sur le lieu qu'on veut, sur les castings qu'on veut, le type de casting, le type de stylisme, le type de personnage, pour ensuite produire les images le plus proche possible en fait, de ce qu'on a décidé. Olivier, maintenant que vous avez ce studio, ça veut dire que vous n'allez plus faire appel à des studios de production classiques ? Non, évidemment que non. En fait, pour moi, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir une nouvelle corde à son arc. Je veux dire, quand la photographie, l'appareil photo est arrivé, ça n'a pas tué la peinture. Il y a encore des gens qui font de la peinture, il y a des gens qui font de la photo, et demain, il y aura des gens qui font de l'intelligence artificielle et des contenus en intelligence artificielle. C'est aussi simple que ça. En fait, il faut vraiment se dire ça. Quand la télé est arrivée, ça n'a pas tué la radio. Quand le digital est arrivé, ça n'a pas tué la presse. C'est un nouvel outil qu'on met à disposition des créatifs, qu'on met à disposition des groupes de communication, à disposition des annonceurs, pour développer du contenu. Mais non, ça ne va pas tuer, c'est vraiment une nouvelle corde à notre arc. Comment ça fonctionne exactement, ce studio de production ? C'est assez simple, hein, ça fonctionne comme si vous étiez en fait avec un studio de production classique, c'est-à-dire on prend un brief, on développe ensuite une note d'intention, comment on voit les choses, on valide tout ça avec une PPM, hein, où on va valider tous les éléments qu'on aura dans l'image, et puis ensuite on produit petit à petit. On produit petit à petit et on fait valider les images qu'on produit avec l'intelligence artificielle. Quel regard portent les annonceurs justement sur cette nouvelle façon de produire des contenus ? Quelles sont les réflexions qu'ils vous font aujourd'hui quand ils viennent vous voir ? Je pense étonnamment que les annonceurs sont beaucoup plus au fait et beaucoup plus intéressés par ce qu'on peut développer en intelligence artificielle en termes de contenu que certains groupes de communication ou en tout cas certains créatifs qui sont assez réticents au changement. Les annonceurs voient bien le champ des possibles avec l'utilisation de l'IA pour développer du contenu. Donc, en fait, l'accueil est plutôt très positif, très intéressé. Moi, ça me fait un peu penser à ce qu'on a vécu il y a 15-20 ans avec l'arrivée du digital, l'arrivée des réseaux sociaux, où en fait, les annonceurs ont bien compris qu'il y avait un intérêt derrière tout ça. Et aujourd'hui, c'est la même chose en fait pour l'IA. Il faut vraiment comprendre que c'est une révolution et qu'il faut comprendre cette révolution, il faut la maîtriser et en faire quelque chose. Et donc, c'est vraiment l'idée derrière tout ça. Nous, on est là aussi pour évangéliser un peu les clients et les groupes de communication qui nous appellent et qui font appel à nous depuis qu'on a lancé ce studio. Pour un créatif, aujourd'hui, l'IA, c'est un outil ou c'est un collaborateur finalement ? C'est un outil. C'est un outil. C'est un outil au quotidien. C'est un outil au quotidien, comme peuvent l'être
des outils comme Photoshop, comme Illustrator pour un directeur artistique. C'est un outil où en fait ça nous permet en fait de mieux crafter, ça nous permet de faire de la curation, mais ça reste un outil vraiment, je le répète, l'intelligence artificielle a vraiment besoin de nous pour arriver à une certaine perfection de l'image. Ces images en intelligence artificielle, il faudra les signer. Il faudra dire ceci est fait par une intelligence artificielle, un peu comme on a pu connaître. Cette photo a été retouchée. Tout à fait. Je pense que dans un premier temps, peut-être, mais très vite, je pense que ça sera plus utile de le dire en fait. Ça se reconnaît tout de suite? Non, c'est l'idée justement, je ne sais pas si vous êtes allé sur le site Ouais. Imagination, c'est assez bluffant ce qu'on peut faire en intelligence artificielle. C'est des vraies personnes. Il y a une vraie réalité. Par contre, on peut faire des choses comme ce que vous voyez là qui défile devant nous, complètement extraordinaires, qui sortent finalement oui, de l'ordinaire, qu'on aurait pu difficilement faire en production. Il y a une super série, alors il y a des centaines de séries de photos sur notre site, mais il y a une superbe série de photos, notamment de personnes qui surfent sur la Seine au début du siècle avec la Tour Eiffel en fond. Honnêtement, on a l'impression que ce sont des vraies photos de vraies personnes au début du siècle qui surfent sur la Seine. Il y a une super photo, il y a une super série de photos aussi de personnes âgées en Italie sur le rebord de leur fenêtre qui nous regardent. Elle est magnifique et elle est criante de vérité. Donc je pense que non, ça ne se voit pas. Et c'est assez bluffant les résultats qu'on peut avoir. Et on peut avoir beaucoup de sincérité, d'émotion et d'humour dans des séries de photos. Vraiment, l'IA, c'est la partie technique et toute l'émotion qui est derrière, c'est l'humain qui va l'apporter. Je vous sens assez enthousiaste. En fait, c'est un nouveau terrain de jeu pour vous. Clairement, c'est un terrain de jeu. Ça ouvre des perspectives incroyables aux créatifs d'agence et en termes de production, on va pouvoir demander en production de produire des choses assez extraordinaires. Là où il y a encore quelques années ou quelques mois, on nous disait mais ça coûte des centaines de milliers d'euros à produire si on veut bien le faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il nous faut des super artistes IA pour arriver à avoir des choses très bien faites qui sortent de ces intelligences artificielles. Et nous, c'est ce qu'on met aujourd'hui à disposition, c'est ce qu'on met en place. C'est des artistes IA qui ont des centaines d'heures, voire des milliers d'heures derrière eux et qui ont su et qui savent dompter l'IA et arriver à des choses assez exceptionnelles, tout à fait. C'est quoi un artiste IA? C'est un nouveau métier dans votre environnement? Quelque part, oui, c'est un nouveau métier. Vous savez, ce qui est marrant, c'est que quand l'appareil photo est arrivé, à l'époque, les gens disaient les photographes, c'est pas des artistes. Aujourd'hui, c'est une évidence. Un photographe, c'est un artiste. Aujourd'hui, on nous dit, mais attends, un mec qui sert de l'intelligence artificielle, c'est pas un artiste. Moi, je vous dis que demain, un artiste IA sera un vrai artiste, tout simplement. Et c'est déjà le cas. On a déjà fait 2 expositions dans le groupe Fred et Farid, une à Shanghai et une à Paris, qui s'appelait aussi Imagination, où on a mis en scène des travaux d'artistes IA. Et les retours du public ont été vraiment extraordinaires. Donc oui, c'est un nouveau métier. On va avoir des artistes IA, comme un réalisateur est un artiste, comme un photographe est un artiste, comme un peintre ou un illustrateur sont des artistes. Merci beaucoup Olivier Lefebvre. Je rappelle que vous êtes président et directeur de la création de Fred et Farid. Merci d'avoir été avec nous. En agence aujourd'hui avec Sophie Gay, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes la fondatrice de l'agence Namibis, une agence de conseil indépendante en branding. Sophie, quel est votre métier exactement ? Alors c'est vrai que c'est difficile de le raconter, et si je le raconte à un enfant de 10 ans, je lui dis qu'en fait on crée des marques, des belles histoires de marques. Alors pourquoi c'est important pour une marque de porter attention
une attention particulière au nom qu'elle va choisir, au langage ensuite qu'elle va utiliser? Je fais souvent le parallèle avec la création de la vie et quand on a un enfant. Ouais. Ça vous est arrivé de devoir nommer votre enfant. Ouais. En fait, c'est fondateur au niveau de l'identité. Donc ça, c'est au niveau corporate, je vais dire, mais une marque, c'est comme un individu. Et en fait, son prénom ou son nom, là en l'occurrence, va déterminer l'entreprise et va être un asset, un levier, le début de la belle histoire qu'elle va raconter à ses communautés. Donc, il s'agit de ne pas se tromper, en fait. Alors, il faut vraiment pas se tromper. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a des marques qui se renomment. Ouais. Donc, ça fait aussi partie, comme un individu en réalité. On va pouvoir avoir un deuxième nom ou un nom de femme mariée, comme on dit parfois. Mais donc, oui, il ne faut pas se tromper. Et il y a plein de facteurs à aller prendre en considération, bien évidemment, pour être sûr qu'on fait mouche. Un nom de marque, un slogan, une signature de marque, ça tient en quelques mots, voire en un seul pour ce qui est de la marque. Comment on peut dire beaucoup de choses en si peu de place finalement? C'est le défi. C'est le défi et si on observe en plus les tendances actuelles, elles vont sur de la concision. Donc il y a quelque temps, on essayait de s'exprimer en 3 syllabes et de plus en plus, la marque se raccourcit un peu comme peau de chagrin et aujourd'hui, on a même des briefs où on doit être onomatopéique. Une syllabe. Donc, non, sérieusement? Sérieusement, mais bon, voilà, c'est des soins, challenging, des comme on dit. Comment? C'est challenging, quand même. C'est très challenging parce qu'il faut dire quasiment une plateforme de marque ou voilà, plein de choses condensées, un peu comme dans un parfum très fort. Et on va essayer de tout faire rentrer en 3, 4, 5 lettres, 6 peut-être, parfois. Et quand vous travaillez sur des briefs comme ça? On fait intervenir des gens de différents horizons culturels. On fait intervenir des gens qui sont des concepteurs-rédacteurs, des planeurs stratégiques, des nameurs, des sémiologues. Et ces gens-là, de plein d'horizons culturels et linguistiques. Donc, ça peut être quelqu'un qui parle le mandarin, quelqu'un qui est italien, quelqu'un qui est américain. Et on va croiser des personnalités, des sensibilités, des langues pour arriver à justement ces précipités de sens. Alors souvent c'est quand même un travail qui n'est pas hyper lisible pour le grand public. J'ai regardé un peu dans le détail ce que vous avez fait, donc j'ai pris un exemple. D'accord. Vous avez travaillé pour Luncher, que vous avez rebrandé Swile. Oui. Alors Swile, c'est en fait, mais moi je ne le savais pas, le M de Smile, qui devient le W de Work. Ouais. Ça, si on est profane comme moi qui découvre cette marque, je ne le sais pas. Est-ce qu'il faut systématiquement l'expliquer ou est-ce qu'un bon naming, finalement, ça fonctionne sans le storytelling qui va derrière? En fait, ça dépend. C'est-à-dire que le nom doit pouvoir être autoportant parce que quand on travaille chez Swile, on doit pouvoir dire, voilà, je travaille chez Swile et donc sans raconter l'entièreté du pourquoi du nom. Mais nous, quand on crée le nom, on pense à tout ce qui va pouvoir être narré en fait derrière. Et là, en l'occurrence, c'était véritablement cette notion de « let's smile at work », puisqu'on est dans cette grande famille du future of work, où on se dit qu'on veut renouveler l'expérience collaborateur et fidéliser et augmenter le quotidien des salariés. L'idée, c'est de pouvoir tirer des fils ensuite pour porter un peu tout le récit de marque, à la fois en interne et en externe. Absolument. Une marque, ça se désémantise. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est comme un prénom, on ne sait plus ce que ça veut dire. La marque se désémantise, mais on va pouvoir actionner en fonction du moment, en fonction du canal, en fonction des publics aussi, des éléments de sens pour pouvoir conquérir, être attractif, recruter, tout dépend. Quelles sont les clés d'un bon naming alors ? Un bon naming, contrairement à ce que vous disiez, ça veut dire que des fois on se dit « Oh là là, mais pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce nom-là » Donc ça, c'est véritablement le pire résultat qu'on puisse avoir. Le naming, c'est celui qui va vous amener une émotion. D'accord. Une émotion qui est en général créée par un élément de sens. C'est-à-dire que, par exemple, Swile, on va pouvoir se dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe » et on va pouvoir peut-être entendre le smile. C'est ça, et ça permet la mémorisation. Par exemple, quand on crée Fresh Cancan, qui était l'ancien nom de iLunch, Fresh Cancan, normalement, ça vous attrape parce que vous avez en tête le French Cancan et ça crée quelque chose. Il y a une petite tendance à l'anglicisme aussi, non ? Oui, totalement. L'anglicisme, c'est plus court. Alors, l'anglais est plus court, donc c'est vrai que pour nous, c'est quand même un terrain de jeu assez agréable. Néanmoins, le français n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai. Et c'est vrai que là où il y a quelques années, c'était très gréco-latin, et en fait, personne n'y comprenait rien. Il y avait une forme un peu d'entrisme, d'entre-soi dans les marques. Aujourd'hui, via le français en France, mais via l'anglais ou d'autres langues, on a envie de parler aux gens. Et c'est vrai que ce sont ces deux langues qu'on actionne, mais il y a aussi plein d'autres racines et de très, très beaux noms qui ne sont pas en anglais, qui ne sont pas en français.
Quel est le pouvoir des mots dans votre métier, si on peut résumer? Les mots, les mots ou les noms, les marques engagent. C'est-à-dire qu'on engage une conversation. Quand on dit, par exemple, Avens, Swile, Fresh Cancan, ça permet de commencer à créer un débat, ça permet de commencer à créer une relation commerciale, parce qu'il ne faut pas se le cacher aussi. On travaille pour des marques qui ont des objectifs. Donc c'est ça. Et ça permet de cristalliser aussi une vision du monde, des valeurs. Quand on passe de Pôle emploi à France Travail, par exemple, ça nous dit quelque chose de notre époque. Le naming dont vous êtes la plus fière? Swile. Swile. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'était au départ une start-up, on va dire, comme une autre, parmi d'autres, plus exactement. Et c'est vrai qu'ils sont passés d'un nom qui était totalement phagocytant sur le lunch, qui n'était pas prononçable, qui n'emmenait pas, à ce nom-là qui a été décliné. On parle de Swiler aujourd'hui, puis... Voilà, la marque est devenue une licorne. Notre président a tweeté. Et donc, the sky is the limit. Et ils sont maintenant à l'international. Donc, c'est vraiment une belle réussite. Merci beaucoup, Sophie Gay. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'agence Namibie. Merci, Aurélie. Et dans Marc et moi, cette semaine, je reçois Maria Garrido. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Chief Marketing Officer de Deezer. Et alors, il y a un peu plus de 2 mois maintenant, Deezer s'est offert un petit lifting, nouvelle identité de marque, nouveau logo. Alors, fini les bandes multicolores de l'égaliseur sonore. Aujourd'hui, on a un petit cœur violet. Alors, on va se pencher sur ce cœur dans un instant. Mais d'abord, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui a motivé ce changement? Quelle est l'origine, Maria? Il y a 1 an et demi, nos équipes tech étaient en train d'envisager l'avenir de Deezer et qu'est-ce qu'on allait devenir dans 3 à 5 ans. Et ils envisageaient en fait un produit qui allait au-delà d'être une plateforme de streaming musical, mais plutôt vers une plateforme d'expérience et de services autour de la musique. Donc pour nous, le marketing, c'était une bonne occasion de s'assurer que notre positionnement réfléchissait cette vision qu'avait l'équipe tech de Deezer et aussi de rechecker si on était aux attentes de nos clients en même temps. Et donc, vous avez changé ce petit cœur. Qu'est-ce qui véhicule ce petit cœur comme idée? Le petit cœur, ça fait partie de repositionnement, mais ce n'est pas tous les éléments. C'est un élément important parce que l'identité visuelle fait passer ce message qu'il y a quelque chose de nouveau, de frais chez Deezer. Mais le petit cœur, ça fait partie d'un écosystème aussi. C'est pas juste le petit cœur. Il y a plein d'autres images qui vont avec cette nouvelle identité visuelle. Mais le petit cœur est en fait une façon de réfléchir l'émotion, bien évidemment, par le cœur. Le battement, c'est la vie. Notre nouveau tagline, c'est Live the Music. Il faut vivre la musique avec Deezer. Et troisième, c'est pas un cœur statique. C'est un cœur qui est dynamique, qui bouge avec le rythme de la musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors dans cet écosystème? Parce que vous me dites, c'est pas le seul élément aujourd'hui. Non, il y a des illustrations qui vont avec. Il y a beaucoup de différentes ondes. Il y a une nouvelle typographie aussi qui va avec, qui est inspirée des ondes que vous voyez dans le petit cœur. Et on a tout un système de Pantone qui va avec, même si le violet est la couleur principale. Comment ça a été perçu ce changement par vos utilisateurs? Bien évidemment, on n'a pas fait sans tester. C'est important d'assurer qu'on véhicule d'abord cette vision qui a notre équipe tech et deuxième, qu'on est vraiment en ligne avec les attentes et les goûts de nos utilisateurs et nos clients. Donc, ça s'est très, très bien passé. On a testé plusieurs différentes identités visuelles et celle-là, c'était la plus préférée, plus que notre logo ancien et plus que la moitié de nos utilisateurs, ainsi que des utilisateurs de la concurrence ont préféré ce système avec le petit cœur violet. Mais il y a toujours un petit moment où on est déstabilisé. J'avoue que moi, j'utilise l'appli et que du coup, je la cherchais partout, je la retrouvais plus parce que je cherchais pas le bon logo. Les gens l'ont adopté finalement assez vite? Assez vite, oui. Il y a toujours un risque d'aliénation. C'est toujours quand on fait un changement aussi dramatique comme ça, il y a toujours un petit risque et on avait mesuré ce risque. On a même, pour la petite blague, une pétition qui a été lancée sur change.org pour revenir à l'ancien logo. Je peux vous dire aujourd'hui, il n'y a que 190 personnes qui ont signé. Donc, parmi nos 10 millions d'utilisateurs, c'est pas beaucoup. Mais oui, et sur l'application, même, on a changé. Bien évidemment, on va beaucoup moins loin dans l'application que dans la publicité parce qu'il faut faire attention à ne pas perturber la navigation de nos utilisateurs. Et en même temps, on en a profité, on a une nouvelle page, une homepage qui est vraiment personnalisée à l'utilisateur, ainsi qu'une page Explore qui vous permettent en fait de vivre ces expériences qu'on veut apporter à nos utilisateurs. Oui, l'idée aussi, c'est que c'est ça.
voilà, vous avez changé, et vous le dites très bien, hein, vous êtes parti de la tech et des envies de la tech à la base. On n'est plus seulement sur du streaming musical et de l'écoute, il y a d'autres fonctionnalités. Et c'est quoi les ambitions de Deezer? Comment vous allez vous définir? Parce qu'on disait toujours plateforme d'écoute, aujourd'hui c'est plus tellement ça, c'est autre chose. Bon, en fait, on passe d'un DSP, un Digital Streaming Platform, à un ESP, an Experiences Services Platform. Donc, ça veut dire expérience, service, tout autour de la musique, que ça soit bien évidemment le streaming musical, mais on a aussi le calendrier des concerts sur l'application, on a maintenant une billetterie de concerts, on a des nouveaux features comme Shaker, qui est un feature qu'on a lancé en novembre de l'année dernière, qui permet aux gens de partager leur playlist avec leurs amis, qu'ils soient des utilisateurs Deezer ou pas, en dehors de l'application. La partie partage en dehors de l'application, on a aussi des événements. On a lancé Purple Door, qui est une série d'événements qui permet aux artistes et aux fans de se connecter mieux en dehors de l'application. Donc tout ce qui est virtuel, digital, réel et entre les deux. Ces nouvelles expériences, elles sont déjà adoptées par les utilisateurs. Vous avez déjà des résultats mesurés? Shaker a été lancé en novembre, ça se passe très très bien. Bien évidemment, le feature le plus important chez nous, c'est Flow, qui est le feature qui permet aux gens de mettre, selon leur humeur de la journée, un playlist qui mélange avec un éditeur ainsi que l'intelligence artificielle, un mélange de chansons, de tracks qui sont dans la liste de vos chansons préférées, ainsi que des recommandations de notre équipe. Donc pour l'instant, ça se passe très bien parce que cet alignement entre la vision qu'avait notre équipe tech et les attentes de nos clients qui aujourd'hui sont vraiment de mieux se connecter, que ça soit avec d'autres fans, avec leurs amis, avec les artistes, ou aussi de s'exprimer à travers de la musique et les expériences autour de la musique. Merci beaucoup Maria Garrido. Je rappelle que vous êtes Chief Marketing Officer de Deezer. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez revoir ce programme en replay sur le site internet de Bismart, bismart.fr. Et évidemment, nous retrouver en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute, dont Deezer notamment. Merci beaucoup à tous et à la semaine prochaine.